Moi, aujourd'hui, si tu me demandes si je me sens américaine, je me sens surtout californienne, en fait, plus qu'américaine. Devant votre engouement vis-à-vis de l'épisode donnant des nouvelles d'Anthony, un des tout premiers invités de French Expat, j'ai décidé de temps en temps de continuer à vous donner des nouvelles de celles et ceux qui sont déjà passés à mon micro. Et aujourd'hui, je tends mon micro à Cécile, que vous connaissez peut-être sur les réseaux sociaux, sur Instagram et YouTube notamment, sous le nom de Nissila. J'avais enregistré l'épisode avec Cécile au mois de décembre 2019. Autant vous dire que ça fait longtemps. Il s'en est passé des choses. Une pandémie, oui, je vous apprends rien. Mais Cécile s'est aussi complètement réinventée. Si la création de contenu reste son dada, sa passion, elle s'est découverte une, voire deux nouvelles passions. La poterie et les podcasts. Elle est aussi devenue américaine et elle nous raconte aujourd'hui son attachement à son pays d'adoption. Ah oui, moi c'est Anne Fleur, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Coucou Cécile, re-bienvenue dans French Expat. Ça fait presque 3 ans qu'on s'est quitté au moment où on enregistre cet épisode. Depuis, il s'est passé plein de choses, une pandémie, t'as lancé de nouvelles activités, tu es devenue américaine et je me suis dit que c'était l'occasion de prendre de tes nouvelles. Comment vas-tu ? Ah bah écoute, coucou Anne-Fleur, écoute, ça va très bien. J'ai un petit peu du mal à réaliser que ça fait 3 ans qu'on a fait le premier épisode parce que j'ai juste l'impression que c'était hier. Et oui, du coup, dit comme ça, c'est vrai que ça paraît chargé, mais bon, en même temps, 3 ans, il y a le temps de se passer plein de choses. Donc bah écoute, je suis trop contente d'être là parce que j'écoute toujours le podcast, tous les épisodes. Donc bah écoute, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux me raconter d'abord comment ça va, comment s'est passé finalement 2 années qui ont peut-être été un petit peu compliquées pour tout le monde dans le monde entier par rapport à la pandémie. Comment ça s'est passé pour toi ? Il y a eu beaucoup d'écoles à la maison, il me semble. Ça a été très 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 long. Ouais, alors nous, en fait, Lana, enfin ma fille qui a 10 ans aujourd'hui, mais qui avait du coup 7 ans à l'époque, a passé 1 an ferme d'école à la maison. Et la deuxième année, donc en fait, elle allait jusqu'à mars, donc ça faisait 1 an pile poil. Et elle a fait les 2 derniers mois à coup de 2 heures d'école en vrai par jour avec 7 personnes dans la classe, le masque, enfin bref, tout le process hyper strict. Et l'année d'après, elle a pu reprendre en normal, mais avec encore le masque, la distanciation sociale, à manger dehors sur le béton avec distance sociale. Enfin chez nous, c'est quelque chose, ça a été quelque chose de très long et très strict. Alors strict, je prends des pincettes quand je dis ça parce que je sais qu'en France, ils ont eu des réformes, genre les attestations et tout ça. Nous, on n'a jamais eu ça, mais bon, on n'avait pas le droit de se voir, on n'avait pas le droit, le premier Noël, on n'avait même pas le droit d'aller chez des amis. Enfin, on a été très isolés. Déjà, qu'en expat, on est isolé, j'ai envie de te dire. Là, tu te dis, punaise, je peux même plus voir mes amis qui sont devenus ma famille. On était vraiment, donc nous, on a pris la décision de ne pas rentrer en France à l'été 2020. C'était la première fois depuis qu'on était expat depuis 2014 qu'on ne rentrait pas l'été parce qu'on avait peur de contaminer nos familles. Donc là, t'ajoutes en plus le manque des proches et tout, même si voilà, nous on avait la chance d'avoir la green card, donc on aurait pu, mais on avait pris la décision de pas le faire. On a attendu 2021, mais ça a été interminable en fait, à peu près. Surtout qu'au final, ici, on n'a pas eu tant de cas que ça. C'était ça le pire de tout, quoi. Mais ça a été un des États, en fait, la Californie, qui a été les plus stricts là-dessus et qui a pris des mesures peut-être aussi parmi les premiers. Mais d'un autre côté, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu me parlais aussi finalement du rythme de ton mari qui partait assez tôt, qui rentrait assez tard, qui bossait tout le temps. Vous vous êtes aussi un peu retrouvés finalement tous les trois. Ah, on s'est retrouvés. En fait, Nico, du coup, tout de suite a bossé à la maison et en fait, depuis, il bosse toujours à la maison. Et ses bureaux ont fermé parce qu'en fait, ils ont jamais forcé les employés à revenir. Et du coup, les employés, ils sont comme mon mari, c'est-à-dire qu'ils aiment bien travailler à la maison. Et du coup, ils ont fermé les bureaux. Donc, mon mari est à la maison. Je pense que si un jour il change de société, il ira peut-être ailleurs, mais tant qu'il sera dans cette boîte, il sera à la maison. Ah donc oui, on se voit. Après, c'est assez curieux parce qu'en fait, c'est une relation bizarre parce qu'en fait, il est là, mais il est pas là. Donc moi, des fois, il est là, genre tu sais, j'ai un truc à lui dire, j'ai une news, j'ai un truc. Sauf que là, tu rentres dans le bureau, il est en call, et tu sais avec sa petite main comme ça, il me balance sa main sur le côté en mode dégage s'il te plaît, t'es mignonne. Mais là, je suis en call, c'est super important, il y a des millions en jeu. Et moi, je suis là, tu sais, je veux te raconter ma petite histoire, tu vois. Et en fait, il est là, mais il est pas là. Donc des fois, on se croise quand il prend ses cafés, tu sais, ça fait vraiment collègue de boulot. Le midi, on essaye de se caler pour manger ensemble.
C'est vraiment, ouais, c'est devenu mon collègue, en fait. C'est marrant, tu vois. Hier, on s'est fait une pause déj avec le chien, avec qui j'ai acheté un déguisement. On était morts de rire pour en y retourner après, chacun dans nos bureaux. Enfin, c'est assez marrant. Mais oui, du coup, on se voit plus. Après, moi, je trouve ça c'est assez vicieux parce qu'au final, ils bossent plus en termes d'horaire parce que bah le bureau il est à la maison, donc c'est vrai que là tu vois ce matin j'ai ouvert les yeux, il était 6 heures, il était déjà plus dans le lit, il était déjà dans son bureau. Et le soir, au final, avant, il finissait à 18h. À partir de 18h, j'ai envoyé un message en mode parce qu'il regardait pas l'heure. Donc je disais faut rentrer. Sauf que là, il est là, donc tu dis c'est bon, t'as fini. Et en fait, il pousse parce qu'en fait, il a juste une porte à fermer. Et c'est je trouve que la coupure est beaucoup plus difficile qu'en physique. Et c'est vrai qu'il bosse plus. Donc on se croise plus, mais d'un autre côté, on se voit pas forcément plus en fait. Et alors, par contre, tu t'es découverte une nouvelle passion, même peut-être au moins deux. Je pense à un podcast que tu as lancé, sur lequel tu as communiqué, tu as sorti quoi, une dizaine d'épisodes peut-être. Ouais. Il y a quoi de ça, à peu près un an, non? C'était fin 2021? Ouais, il y a un an, ouais, j'ai créé Cesse raconte sa life et en fait, ça fait des mois que j'ai pas fait d'épisode parce que malheureusement, c'est le projet qui passe un peu après les autres et sur lequel j'ai beaucoup de mal à me poser. En fait, c'était un peu un format parce que il y a déjà c'est la rapidité du format quand même qui est plus facile pour moi qui fait des vidéos. Et il y a des choses que tu peux montrer que tu peux forcément pas montrer avec des images pour des raisons de confidentialité ou de choses comme ça. Et c'est vrai que je me suis bien éclatée il y a un an, ouais, c'est ça, c'était il y a un an. Et là, c'est vrai que il faudrait que je m'y remette, mais comme j'ai la poterie qui est repassée dessus, c'est compliqué de faire et YouTube et la poterie et Instagram et l'enfant. Venons-y. Donc, tu as lancé, enfin, comment est-ce que tu t'es découverte cette passion pour la poterie? Il me semble que c'était quoi? C'était une activité que tu as fait avec une amie à la base pour le fun? Alors en fait, alors ça a commencé en 2016 où en fait avec donc Virginie, ma meilleure pote d'ici, je sais même plus d'où c'était sorti. Je crois qu'un jour on s'est dit tiens, je ferais bien de la poterie. Ah tiens, moi aussi. Et on avait pris une dizaine de cours en 2016 et ça nous avait bien plu. Mais après en fait, on avait fait un espèce de passe découverte et puis après pour faire des vrais cours, c'était extrêmement cher. Donc du coup, on avait laissé tomber et puis là bon, il y a eu la pandémie et tout et c'est vrai qu'à la sortie de la pandémie, on a eu envie de faire de plus en plus d'activités qui nous ont bien manqué pendant le confinement et tout ça. Et en fait, on a trouvé un club de poterie dans le coin et on s'est dit tiens, viens, on y retourne parce que c'était quand même sympa. Puis l'autre était super loin, là c'était un peu plus près entre nous deux. Enfin bref. Et du coup, on s'est dit tiens, on va tester. Et en fait, notre prof était vraiment super sympa. Et je trouvais qu'elle expliquait beaucoup mieux et qu'on galérait beaucoup moins que ce qu'on avait fait en 2016. Et on a vite fait des pièces plus sympas que ce qu'on avait pu faire, d'ailleurs sans aucune autonomie au final, parce que moi, en 2016, j'avais quasiment fait aucune pièce un peu de A à Z toute seule, parce que j'avais toujours besoin d'aide. Et là, elle était tellement bien, cette prof, que du coup, j'arrivais à faire des trucs un peu mieux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi, je suis quelqu'un que quand j'aime quelque chose, j'aime pas me freiner. En plus, il faut savoir que le process déjà de poterie est long, déjà quand t'as tout. Mais en plus, quand tu dépends de cours une fois par semaine, en fait, faire une pièce, ça prend 2 mois en gros, et en fait, ça me gavait parce que en fait, j'étais tout le temps en train d'attendre mon cours d'après. Et c'est vrai que moi, ça me frustrait pas mal et j'avais envie en fait d'en faire plus. Alors j'allais le vendredi soir aux Open Studios, je restais 4 heures. Du coup, c'est pas cool parce que c'est le vendredi soir et forcément t'as envie d'être avec ta famille, t'as pas envie d'être au cours de poterie. Et du coup, je me suis dit tu sais quoi, si j'ai envie d'en faire plus, je monte mon atelier chez moi. En fait, il se trouvait que dans ma maison, j'avais une pièce un peu bâtarde qui est en fait entre la cuisine et le salon, mais qui a une baie vitrée, donc tu peux pas trop installer des tables ou des canapés parce qu'en fait c'est ouvert de partout. Et en fait, elle servait à rien. Ce petit bout de pièce servait à rien. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais m'acheter mon tour. Et puis, je vais m'acheter mes petits outils. Et puis, je vais pouvoir faire de la poterie autant que je veux. Donc, en fait, tant que je prenais les cours, je pouvais utiliser le four du studio. Et puis, vite, je me suis dit, écoute, tant qu'à faire, je m'achète un petit four aussi. Allons-y gaiement. Et du coup, je me suis acheté mon four que j'ai attendu quand même 4 mois parce que pandémie, microchip, enfin bref, problème d'approvisionnement de matières premières pour les constructeurs de fours que j'ai reçu au final en février. Et en fait, depuis, je me suis... tout ce que j'ai un peu gagné avec mes autres activités, j'ai un peu tout mis dans la poterie parce que ça demande quand même un gros investissement en amont. Et j'ai fait ma première vente en mars dernier en ligne. Là, j'ai fait, il y a une semaine, il y a une semaine pile poil vendredi, j'ai installé mon premier marché.
mon premier stand sur un marché de potier. Et là, on se quitte tout à l'heure et je lance ma deuxième vente en ligne de ce qui me reste de mon marché, du coup. Mais est-ce que tu peux me parler de cette passion? Qu'est-ce qui fait en fait que je sais pas, est-ce que ça te détend, tu t'es découverte? Est-ce que c'est encore une activité hyper créative, en plus de tes activités sur YouTube? Est-ce que tu peux me parler un peu de ce qui te plaît tant en fait dans la poterie? Bah écoute, je pense déjà qu'il y a il y a un gros côté relaxation et concentration qui fait que quand tu fais de la poterie, tu ne penses plus à rien. Vraiment, tu déconnectes total. Et il y a le côté créatif, il y a le côté sans limite en fait parce que tu peux déjà tu peux créer des formes autant que tu veux. Et moi, j'adore faire des mugs par exemple. Et en fait, j'ai une Cricut et je peux faire tous les designs que je veux. Et du coup, en fait, il y a un moment où je pensais poterie, je rêvais poterie, je pensais à qu'est-ce que je vais faire après. Enfin, vraiment, c'est devenu une obsession. Je sais pas trop d'où c'est venu. Alors, je sais que ça traîne dans mes gènes quelque part parce que mon père était potier, mon grand-père était potier, mes oncles étaient potiers, mon parrain était potier. Enfin, je sais pas à quel point ça remonte dans mon arbre généalogique. Il faudrait que je m'oppose dessus, mais c'est vrai que je connais très mal l'histoire de ma famille paternelle. Et d'ailleurs, ça, je le savais pas. Je savais que mon père avait fait un peu de trucs et je savais que mon parrain était céramiste. Mais même mon grand-père et tout, je le savais pas. C'est ma mère qui m'a dit après, mais tu sais, en fait, enfin, tes ancêtres, en gros, ils étaient là-dedans. Et c'est marrant, c'était que des garçons. Bon, moi, j'ai un gros côté garçon manqué. Donc, je sais pas, je suis peut-être le garçon manqué de la famille qui a perpétré la tradition de la poterie. Mais je trouve que, ouais, en fait, je suis dans mon petit atelier, tu vois, j'écoute des podcasts, notamment French Expat, le podcast que je vous recommande, qui est absolument génial. Et je sais pas, je suis bien, tu vois, ça me calme, en fait. Et vu que je suis quelqu'un de très nerveux, de très speed et de pas du tout posé, alors ça m'a appris la patience. Mais alors, il y a rien qui apprend plus la patience parce que déjà, tu passes ta vie à attendre que tes pièces sèchent, que machin sèche, que les fournées, ça dure 24 heures entre le moment où tu mets ta pièce, le moment où tu l'ouvres. Et encore, à l'époque, il fallait que j'attende mon cours d'après, donc il fallait que j'attende une semaine pour avoir le résultat. C'était horrible pour moi d'attendre parce que je suis quelqu'un qui déteste attendre. Et ouais, ça me fait vachement travailler le côté zen parce que c'est pareil, tu peux pas être une grosse brute sur ton tour, sinon ta pièce elle vrille, elle part à l'autre bout de la pièce, tu vois. Et du coup, ça me calme et j'en ai besoin et c'est bien, tu vois. Puis ces retours à la terre, je sais pas, j'adore, je me régale. Ça te fait du bien. Ouais. Comme on dit en anglais, you're grounded. Ça te fait du bien. Voilà. Ça te remet les pieds sur terre. Mais en parallèle, tu continues aussi toutes tes activités donc de créatrice de contenu, notamment sur YouTube et Instagram. Et j'ai vu que tu as rejoint une agence d'influence. C'est une grande première pour toi, non? Ouais, en fait, je pense que ça correspond à peu près au moment où tu m'avais interviewé parce que je me revois dans mon ancienne maison parce qu'entre-temps, on s'est fait aussi foutre dehors parce que notre propriétaire a vendu la maison. Ça aussi était un gros changement dans nos vies qui n'était pas du tout prévu. Et ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais créatrice de contenu. Forcément, je discutais avec d'autres créatrices de contenu et je voyais bien qu'elles avaient une agence, elles étaient accompagnées et en fait, elles m'ont un peu appris, enfin, elles m'ont fait remarquer que moi, je faisais des placements de produits entre guillemets, enfin de la pub pour certaines marques gratuitement depuis des années, alors que ces filles-là étaient payées pour le faire. Donc là, je me suis dit Nissi la pigeonne, un moment ça suffit, tu vois. J'ai un peu ouvert les yeux et moi j'avais beaucoup d'a priori sur les agences. Je pensais, tu vois, qui te disaient un peu ce que tu devais créer, ce qui te forçait un peu à faire des collabs que tu n'avais pas envie. Enfin, j'avais une image très mauvaise de ça, tu vois, en mode moi je veux pas qu'on contrôle ce que je fais, je vais être libre de mon contenu, je vais être libre de dire ce que je veux. Et en fait, pas du tout. En fait, donc du coup j'ai eu un call avec Sophie, qui est donc la fondatrice de Made In, qui est l'agence de talent d'influenceurs avec qui je suis du coup depuis 3 ans. Et en fait, c'est tout simplement, c'est soit toi, tu leur dis avec qui tu veux bosser et elles essaient de te négocier un contrat, soit elles te proposent des marques et toi, tu dis oui ou non. Voilà, tout simplement, ton contenu que tu fais en dehors de ça n'a aucun rapport. Après, c'est les marques qui te regardent et qui te disent, moi, je veux ou pas faire une collab avec cette fille-là. Moi, c'est vrai que des fois, j'ai des discours qui sont assez tranchés et qui peuvent ne pas plaire, mais dans tous les cas, je me suis jamais censurée en me disant, du coup, après, j'aurai plus de collab ou quoi que ce soit. Moi, le seul truc où je galère, c'est que je suis aux États-Unis et que clairement, moi, je fais pas au final tant de placements de produits que ça parce que j'ai une audience française. Et donc, j'ai des marques françaises et des fois, entre moi qui vis à l'autre bout du monde, à qui il faut envoyer un colis qui coûte cher et une influenceuse qui est basée en France, pour eux, le calcul, il est vite fait, si tu veux. Mais ouais, c'est sympa parce que du coup, moi, je sais pas du tout d'âme de négociatrice, je sais pas négocier. Et la preuve, c'est que j'ai fait des pubs gratos pendant des années.
Et du coup, maintenant, j'ai des filles qui se battent pour moi et qui reconnaissent du coup mon travail et qui me disent non, mais ton travail, enfin, derrière, il y a des sociétés qui se font de l'argent sur toi, donc c'est normal que tu aies ta part du gâteau, ce qui est absolument vrai, mais c'est vrai que moi, je sais pas faire ça. Puis après, il y a tout ce qui est facture, paperasse, relance. Puis moi, j'ai le peu de collabs que j'avais fait toute seule, tu vois, il y avait une marque j'avais fait une vidéo exprès pour eux et qui devait me donner un tout petit cachet, qui m'a dit ah non, vous avez pas eu le nombre de vues désirées, donc on vous paye pas. Sauf que moi, toute seule, qu'est-ce que tu veux que je te relance une grosse boîte, enfin. Et du coup, tu te fais plus arnaquer et puis voilà, t'es un peu plus valorisé dans ton activité aussi, quoi. Finalement, donc, t'as quand même eu pas mal de changements qui ont opéré dans ta vie au cours des 3 dernières années. Tu nous le disais, tu as fait le choix, en famille, vous avez fait le choix de ne pas rentrer en France, même si vous auriez pu pendant l'été 2020, puisque vous étiez sous carte verte. Et depuis, votre statut d'immigration a changé, puisque vous êtes devenu américain. Ouais, en fait, en octobre, il y a un an, décidément, il se passe plein de choses en octobre chez nous. C'est ça, c'est l'anniversaire. Hein. En octobre dernier, en fait, on a fêté nos 5 ans de green... Non, pardon, je mens. Les 5 ans de green card, ils étaient en janvier. Et du coup, tu peux, à partir de 5 ans moins 3 mois de green card, tu peux commencer le process de demande de naturalisation américaine. Donc, nous, dès qu'on a été dans ce temps-là, donc octobre dernier, on a lancé le process. Et en fait, ils nous avaient annoncé 15 mois. Et en fait, on a eu nos entretiens en juillet. Évidemment, pendant notre séjour en France, donc on a dû modifier tous nos billets d'avion qui n'étaient évidemment pas modifiables vu le prix que ça coûte. Donc on a dû repayer tous nos billets d'avion. Enfin, c'était un massacre. Mais bon, on n'a rien dit. On est allé à nos entretiens en juillet. Et je crois que c'était le 13 août dernier, on a eu notre cérémonie, qui était une grosse blague parce que, comme je t'ai dit, chez moi, le Covid, c'est quelque chose. Et du coup, c'était sur un parking. Enfin, bref, c'était malheureusement c'était assez décevant parce que c'était vraiment pas à la hauteur des cérémonies qu'il y avait avant Covid auxquelles j'avais eu la chance d'assister pour une amie et qui était absolument grandiose. Mais bon, le résultat est le même, c'est que nous avons reçu notre certificat de naturalisation. Donc mon mari et moi pour l'instant nous sommes américains. On va entamer les papiers pour ma fille, mais d'abord je sais qu'il faut qu'on fasse son trust parce qu'à partir du moment où elle est américaine, s'il nous arrive quelque chose, c'est un peu plus compliqué pour la famille de la récupérer, Donc, il faut d'abord qu'on s'occupe de poser son testament, en français, pour que, voilà, s'il nous arrive quelque chose, la famille en France puisse la récupérer pour que ce soit plus facile pour eux. Et puis après, on lancera maintenant qu'on a tous les deux nos passeports, on peut envoyer nos certificats pour sa naturalisation à elle. Quand on s'était parlé il y a 3 ans, tu nous racontais que ça avait été super difficile pour toi de partir en Californie. T'étais très bien, t'étais installée à côté de ta sœur, si je me souviens bien, dans le sud de la France, la vie était belle. Et maintenant, en fait, te voilà à devenir américaine. Est-ce que tu peux me parler justement de cette relation qui s'est peut-être encore plus développée au cours des dernières années avec ton pays d'accueil, qui maintenant est aussi ton pays, quoi. Maintenant, t'as 2 pays. Et où est-ce que tu places le curseur ? Est-ce que tu te sens, je sais pas si on peut dire qu'on se sent plus française, plus américain, ou est-ce que finalement t'es 100% de chaque, ou est-ce que t'es un peu au milieu ? Voilà. Parle-moi un peu de ce rapport finalement aux États-Unis et comment il s'est développé. Alors déjà, j'ai beaucoup de mal encore à réaliser que je suis américaine. En plus, moi, j'ai un peu un syndrome de l'imposteur dans le sens où je sais que c'est surtout grâce à mon mari que je le suis. Clairement, lui va te dire non, on est une équipe, nanana. Oui, mais bon, quand bien même, c'est quand même beaucoup grâce à lui. Moi, je voulais pas venir ici. Après, pourquoi on a demandé ça ? Je pense qu'il y a eu un gros besoin de voter et de mettre notre grain de sel parce qu'on se sent quand même concerné. Il y a aussi le vœu, je sais pas, alors ça c'est peut-être juste moi, mais j'ai l'impression que quand on a la green card, oui, on a le droit de vivre ici, mais je me sens toujours bancale dans le sens où je garde un statut qui n'est pas officiel. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on peut plus facilement me mettre dehors si on doit me mettre dehors. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais au moins de me dire je suis américaine, c'est non, je fais partie du truc et on peut pas me mettre dehors comme ça et voilà. Quand je vois un policier, c'est bête, mais ça me fait peur, tu vois. Je sais pas, j'ai toujours peur de me faire contrôler, alors que je suis jamais dans l'illégalité ou quoi que ce soit. Mais tu vois, de me dire je suis américaine, je sais pas, je me sens plus je sais pas comment trouver l'expression, mais je me sens plus stable au niveau de mon statut. Tu vois, là, le Covid, alors moi j'étais sous green card, donc j'étais pas concernée, mais le travel ban et tout, c'était pas ouf, tu vois. Et encore une fois, j'étais pas concernée, j'avais cette chance-là, même si tu vois.
dans les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas rentrés, c'est qu'on était encore sous Trump et que clairement, moi, je suis pas rentrée pour des questions de virus, mais aussi parce que mon mari te dira pas ça. Mon mari te dira, moi, avec Trump, on avait trop peur, même si nous étions sous green card, qu'ils nous disent, les green cards, ils peuvent plus rentrer. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je pense que ça nous a fait un peu peur, ce truc-là. Donc là, au moins, on est américain, c'est bon. Et puis bon, il y a eu un gros besoin de le faire pour notre fille qui, elle, est complètement américaine dans chaque cellule de son corps. Elle pensait qu'elle était américaine il y a pas si longtemps. Mais bon bref, du coup pour elle aussi, pour que ce soit plus facile, là, elle est petite, elle aura pas besoin de faire les interviews, elle aura pas besoin, voilà. Et puis bon, la green card, je crois que c'est quand elle a 21 ans, si elle dépend encore de nous, bon ils vont gentiment lui demander de partir, tu vois. Donc il y avait ce besoin-là. Aujourd'hui, est-ce que je me sens plus française ou américaine? J'ai beaucoup de mal on me la pose souvent cette question, j'ai beaucoup de mal parce que je suis hyper française. Déjà, je parle beaucoup mieux français. Enfin, j'ai une attitude de française, même si j'essaye de calmer certains traits. Ce qui est marrant, c'est que, tu vois, je suis rentrée cet été et à un moment, je me baladais dans Cannes et il y avait beaucoup de monde. Déjà, ça m'a fait du bien de voir beaucoup de monde parce qu'ici, c'est vrai que dans les rues, il n'y a pas forcément beaucoup de monde, à part si tu vas dans les grandes villes. Et là, il y a deux jeunes adultes qui passent et à côté de moi, il y en a une qui dit « Ah ouais, non, mais c'est trop stylé !» Et là, dans ma tête, et c'est marrant, je me suis mise à sourire, je me suis dit « Punaise, c'est trop mon peuple, c'est trop moi, c'est trop comment je parle, j'ai trop l'impression de me voir, tu vois. » Alors que c'est vrai qu'ici, en plus, moi, encore une fois, je vis dans une zone où on est beaucoup d'étrangers. Et en plus, on a déménagé dans un quartier où, si tu veux, il y a déjà très peu de blancs. Alors ici, ils parlent beaucoup de blancs, enfin, ils parlent beaucoup des couleurs, donc faut pas que ça choque les gens qui nous écoutent. Mais voilà, on parle beaucoup ici, dès que tu remplis un papier, tu dois dire si t'es blanc, si t'es asiatique, si t'es, voilà. Et moi, je suis un peu la seule blanche. Ma fille est quasiment la seule blonde de son école. Donc, on est arrivé dans un quartier qui est très asiatique. Et c'est vrai que j'ai du mal un peu, c'est pas que j'ai du mal à me reconnaître dans les gens, mais c'est qu'on est quand même culturellement très différents. Et tu vois, d'être rentrée en France, je me suis dit non, enfin, définitivement, je suis française et ça, on me l'enlèvera pas et j'en suis fière. Et d'ailleurs, j'en joue, tu vois, là, pour ma poterie, j'en ai joué sur mon site, j'ai mis Poetry with a French Touch. Tu vois, j'en joue parce que de toute façon, c'est qui je suis. Et même si je voudrais faire semblant de ne pas l'être, je ne pourrais pas. J'ai un accent de la mort, j'ai une attitude qui fait que tu vois tout de suite que je suis française. Je dis oulala, toutes les phrases, même quand je parle en anglais. Et je veux pas le renier parce que c'est qui je suis et je veux le transmettre à mon enfant aussi. Tu vois, là, je suis allée voir le concert de Stromae la semaine dernière. Depuis, j'écoute Stromae en boucle, donc il y a du français. Alors, je sais, il est belge. Il y a plein de gens qui me sont tombés dessus en mode, il est pas français, il est belge. Je sais, il est belge. Mais bon, pour moi, c'est la France, tu vois, parce que c'est là où je l'ai écouté. Et je veux cultiver, je veux garder ça parce que j'en suis fière et parce que voilà. Mais après, moi, aujourd'hui, si tu me demandes si je me sens américaine, je me sens surtout californienne, en fait, plus qu'américaine. Je développe, et j'essaie de le développer de plus en plus, une attitude hyper zen, hyper cool, hyper chill, hyper tolérant déjà avec les autres. Et vraiment, ça, par contre, ça, c'est quand je rentre en France, ça, c'est un truc que, là, je vois qu'il y a un contraste, c'est que moi, je suis hyper zen, hyper calme, enfin, je le suis pas, mais il y a plein de choses dans ma vie aujourd'hui où je le suis, genre en voiture et tout ça. Et en France, je me sens hyper agressée par les comportements des autres, à klaxonner, à crier, et du coup, là, je me dis, ouais, il y a quand même un décalage sur plusieurs types de comportements où moi, maintenant, je suis hyper OK. Et en fait, quand je retourne en France, je me prends le décalage dans la tête. Ma fille a 10 ans maintenant et voit hyper bien et hyper consciente du décalage, notamment au niveau des... Alors, elle, ce qui la choque, c'est les relations entre enfants qui est pour elle et pour moi aussi aujourd'hui hyper violente, les enfants qui se tapent dessus, qui s'insultent, qui se disent des ouais, toi t'es à claquer par terre. Enfin, ça, c'est des trucs où ma fille elle me regardait avec les yeux écarquillés en mode waouh. Alors qu'ici, tu sais, les enfants, c'est be kind, be respectful, et elle est vachement là-dedans, tu vois, elle est vachement modelée par l'école américaine et c'est vrai qu'elle le ressent vachement, le contraste. Ma fille, si tu me poses la question, je te dirais que ma fille est à 90% américaine et 10% française parce qu'elle le parle et qu'elle a quand même des petits trucs de français parce qu'on lui a transmis, qu'on a réussi à lui transmettre ça. Moi, aujourd'hui, je dirais que je suis 70% française et 30% américaine, tu vois, dans ma façon d'être et de penser et tout ça. Mais plus je passe du temps ici et plus forcément je vais perdre du côté français et je vais prendre du côté américain. Tu vois, quand je rentre en France l'été, les chansons à la radio, je les connais pas. Je suis complètement perdue. Les émissions à la télé, là, j'ai passé 2 jours à Paris, j'ai regardé les Reines du Shopping, j'ai jamais regardé ça. Famille XXL, enfin, tu vois, je suis déconnectée totale de la culture française. Est-ce que les Reines du Shopping, on peut dire que c'est la culture française?
Bah oui, c'est la mode. Alors ça, tu vois, si on parle de la mode française, moi alors déjà quand j'habitais en France, si tu veux, et que j'habitais même à Paris, j'étais pas l'exemple de la parisienne. Mais alors là, aujourd'hui, tu vois, tu me vois actuellement, j'ai un sweat et un jogging, tu vois, genre. On est habillés pareil. Hein. Ouais, on habille. Bah oui, bon, toi t'es foutu, toi t'es passé de l'autre côté du 50%, Fleur. Ça fait trop longtemps. Mais je sais même pas si je suis à 70 en fait. Je sais pas. Faudrait que je demande aux gens ce qu'ils en pensent, tu vois. Me demande à ton mari, ouais. Ouais, j'ai demandé à mon mari. Après, je suis beaucoup plus française que lui parce que moi, je parle qu'en français toute la journée. Oui, tu bosses pas dans un contexte américain non plus. Non, je parle, mon audience est française. Je parle avec des Français toute la journée, du matin au soir. Par contre, tu vois, là, je suis dans le PTA de l'école. Je suis devenue la présidente du Booster Club du cheer. Tu vois, j'essaie de m'intégrer un peu plus, même si je m'auto-mets des barrières, notamment par rapport à mon niveau d'anglais. Et ça, les gens vont te dire, mais c'est débile. Enfin, les Américains me disent tout le temps que c'est pas vrai, que ça passe, machin. Moi, j'ai du mal à être crédible, à donner des tâches à faire aux gens en anglais. J'ai un problème. Enfin, ouais, tu te mets des barrières encore. Ah, mais carrément. Donc ça va être un des défis de tes prochains mois, tes prochaines années. Ouais, d'améliorer mon anglais parlé déjà. Pour pouvoir encore plus plonger dans ton environnement local, quoi. Exactement. Parce que j'ai pas envie de couper mon lien avec la France, avec mes abonnés et tout ça, parce que je l'aime et parce que je me sens bien là-dedans. Mais ouais, de l'autre côté de ma vie, c'est vrai que ouais, j'aimerais bien, ouais, tu vois, même fréquenter plus d'Américains et tout. Après, encore une fois, où je suis, c'est très particulier et il y a pas beaucoup d'Américains et c'est dur d'être intégré dans des communautés qui sont pas forcément proches de la tienne et qui, moi, me regardent un peu comme une weirdo parce que j'ai mon style et que quand tu me vois arriver à l'école en trottinette avec mes tatouages et mes salopettes roses, si tu veux, je fais un poutage, tu vois. Donc, je fais un peu peur aux gens, mais bon, ils me surnomment la cool mom, apparemment. Donc, bon, je prends, tu vois. C'est un compliment, c'est super. Ouais, c'est un compliment. Ouais, je préfère qu'ils me voient comme ça, tu vois, que la weirdo, tu vois. Eh ben, merci beaucoup, Cécile. C'était super intéressant et super chouette de prendre de tes nouvelles, de voir que tout a l'air d'aller plutôt bien. T'as l'air épanouie, t'as l'air bien entourée et, je te souhaite, je sais pas, qu'est-ce que je peux te souhaiter là? Que ma fille continue d'être épanouie dans sa petite vie ici, qu'on arrive à vite lui faire ses papiers aussi pour qu'on soit tous américains, parce qu'elle attend que ça. Bah écoute, sinon c'est tout, hein. Franchement, là tout, enfin, ouais, ça roule plutôt pas mal. Enfin, qu'on se fasse pas mettre dehors. Que si on s'en va, ce soit de notre plein gré de notre maison, parce que c'est vrai qu'on s'est fait mettre dehors, c'était pas très sympathique. Mais non, écoute. Que mon mari continue à vivre sa meilleure vie. C'est marrant parce que tu vois, petite anecdote, je parlais avec une tante de Nico en France et il n'y avait pas Nico. Elle me dit, Nico, je comprends, lui, il vit son meilleur rêve de professionnel et tout. Elle fait, mais toi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Enfin, parce que, en plus, bon, clairement, ces derniers mois, les news aux États-Unis, elles étaient pas. Ça, c'était cet été, donc on venait d'avoir l'avortement et il y a eu le shooting au Texas qui est absolument horrible. Mais du coup, les deux événements ont été très proches et c'est vrai que il y a eu une montée de l'anti-américanisme. Moi, je l'ai vu sur mes réseaux, enfin, je l'ai vu partout. Enfin, c'était bon. Après, c'est sûr que c'était pas glorieux, mais bon, ça a fait pas mal parler. Et c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre en fait, parce qu'ils voient les États-Unis, ils voient les armes, ils voient tous ces trucs-là, et c'est vrai que ça donne pas envie, hein, vu comme ça. Mais bon, moi, j'essaye de lui raconter mon quotidien, j'essaye de lui expliquer que moi, ma vie, c'est pas ça du tout, et que on est bien, et j'essaie de lui expliquer. Mais je dirais que j'ai du mal des fois à justifier pourquoi moi je suis bien. Bah juste parce que la Californie, c'est quand même un état qui est assez sympathique. Il fait très beau, les gens sont très gentils et c'est une ambiance qui est très fun et moi ça me correspond bien quoi. Qu'est-ce que tu peux me souhaiter? Que ça reste sur la même lancée. Tiens-nous au courant de la suite en tout cas. On te souhaite que tout continue d'aller plutôt bien et que tout se développe comme tu le souhaites. On se revoit dans 3 ans, Anne-Fleur. On se revoit dans 3 ans pour la saison 72 de French Expat. C'est clair. C'est clair. Merci beaucoup, Cécile. Merci à vous. Merci d'avoir écouté. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Cécile d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que vous aurez apprécié vous aussi apprendre de ces nouvelles. Pour retrouver l'épisode original, je vous invite à remonter dans votre flux de podcasts. Il s'agit d'un épisode sorti en janvier 2020. Je vous remets également le lien dans les notes de la description de cet épisode. Vous l'avez compris, cet épisode est un bonus. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain pour reprendre la programmation habituelle de French Expat et découvrir une nouvelle histoire. À bientôt!